Но если они будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы, и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим. Voilà. Et il a ajouté, la livraison de nouvelles armes à Kiev ne vise qu'un seul objectif, prolonger le conflit armé aussi longtemps que possible. Est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux, Ala, selon vous? Non, moi je dis toujours qu'il ne faut même pas écouter ces menaces, parce que ça n'a aucun sens. Ils sont dans leur rôle et tout ce qu'ils disent, ils s'adressent à 90% à leur propre population, qui est complètement abrutie par la propagande. Ils doivent entretenir quand même quelque chose, une sorte de situation, de force, de maintien, de responsabilité. Mais en fait, il n'y a rien du tout. Il sait très bien, et c'est pas un hasard qu'on entend ces menaces un peu adressées à nous, à l'Occident. Ça veut dire qu'ils ont peur, tout simplement. Ils savent que pour eux, c'est fatal. Et Poutine, aujourd'hui, regardez sa tête, on voit qu'il ne va pas bien physiquement, sa tête va exploser bientôt, il se tient toujours à la table. Donc, c'est un peu le rôle qu'ils jouent, ils sont obligés... Mais non, il est quand même... Il agit malheureusement. Il est capable d'agir. Quelle est la marge de manœuvre? Quelle est la marge de manœuvre, s'il vous plaît? Il me semble pas si mal que ça, finalement. Non, il me semble pas si mal que ça. Bien sûr, on ne va pas le montrer allongé et souffrant, mais par contre, quand on voit toutes ces déclarations et la tête, le cheval triste, comme on dit le Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, quand on voit sa tête, c'est vraiment, on dit, ils sont au bout du rouleau. Et en effet, juste la dernière chose par rapport à sa phrase, tant qu'on livre les armes, tant que le conflit va durer, c'est pas du tout vrai, parce que plus on livre les armes, plus le conflit va s'arrêter plus vite. Et aujourd'hui, l'Ukraine est complètement dépendante de ces armes, de ces arrivées aussi lentes des armements du genre MLRS ou HIMARS qui vont arriver. Mais d'ici 2-3 semaines, c'est pour ça que les Ukrainiens n'arrivent pas à avancer pour enfin repousser au moins jusqu'à la frontière de 23 février l'armée russe. Ala, juste une seconde. Je me tourne vers Frédéric Pons qui a beaucoup enquêté sur le cas Poutine, puisqu'il a publié ce livre chez Kalman Levy. De quoi souffre-t-il? Est-ce qu'on vous a parlé, vous avez recueilli des confidences? Poutine souffre d'un cancer de la thyroïde, d'un cancer de la prostate, de la maladie de Parkinson. Il est atteint de troubles psychocognitifs. Et j'arrête là. Et ça, je vous le dis, avec tout le sérieux de mon bagage médical, j'ai passé mon brevet de secourisme. Et en regardant ces images, je peux vous dire tout ça. Mais là, quelles sont vos sources? Tout ça pour vous dire que c'est grotesque. Oui. bon, je me disais, ça me paraît assez faible. J'étais en train de me dire, l'argument du brevet de secourisme, on va être ridicule. Tout le monde va se moquer d'Alcéi. Il nous faisait une blagounette. Une petite blagounette gasconne, c'est vrai. Non, mais on glose depuis le début, et ça date pas du début de la guerre en Ukraine. On glose sur la santé de Poutine. Et quand on relit, moi j'ai beaucoup travaillé sur lui, quand on relit tout ce qui a été dit dans un certain nombre de cercles occidentaux, anglo-saxons, d'opposition russe à Poutine, c'est fou. Ce type-là aurait dû mourir déjà depuis 10 ans. Il survit là en ce moment, mais il survit en menant une guerre qui a subi des échecs, et il est en train d'avancer. Et ce qui est frappant, c'est que malgré tous ces échecs, il garde malgré tout le soutien, je ne vais pas donner de chiffres très précis, mais d'une majorité de la population, c'est quand même significatif. Mais sur les menaces... Juste un mot, moi, sur les images. C'est la première fois qu'on voit des images comme ça. Elles sont intéressantes à commenter, je trouve. On n'est plus du tout dans le Kremlin, une table de 15 mètres, ou face à petit bureau, si on peut voir le début du plan. Petit bourreau, on a l'impression d'une sorte de bunker. Vous avez dit petit bourreau. Hein, il est joli celui-là. Il est joli celui-là. On voit le perchiste. Regardez, la salle est assez exiguë, on voit le perchiste en haut qui s'est peut-être fait engueuler. La carte derrière, une carte qu'on avait quand on était au collège avec les cartes en relief. Mais il est, je sais pas, il est où Sergueï là? Il est dans. Ça fait bunker. C'est à Sochi. C'est à Sochi. C'est un bureau à Sochi. Mais effectivement. Un bureau à quoi? À Sochi. À Sochi. On n'est pas au Bocharov Fruchei. Donc c'est c'est une propriété préférée de Poutine. Poutine adore cette propriété. Parce que Sochi, il a rencontré Macky Sall, qui est le représentant de l'Union africaine, qui est le patron de l'Union africaine vendredi. Parce que le président du Sénégal. Oui, mais président de l'Union africaine actuellement, puisque je l'ai eu au téléphone à la sortie de son entretien avec Vladimir Poutine. Et c'était un honneur,
quand vous êtes reçu par Poutine à Sotchi. Et il a voulu marquer cet événement, alors que le Sénégal, qui est un pays considéré comme plutôt assez pro-européen, pro-occidental, s'est abstenu quand il y a eu le premier vote sur l'affaire, sur la guerre en Ukraine. J'ai juste pardon, non, mais attendez. Vous me dites que vous avez parlé ces jours-ci à un homme qui a parlé avec Poutine. Que vous a dit Macky Sall? Que vous a-t-il dit? Bah oui. Ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il allait là-bas pour des histoires, pour tout ce qui concerne l'approvisionnement en céréales, en blé, en maïs, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a dans les silos qui sont justement en souffrance, notamment à Odessa, mais pas qu'à Odessa, c'est l'approvisionnement de toute l'Afrique maghrébine, le Machrek, mais aussi l'Afrique subsaharienne, et il souhaite trouver un terrain d'entente, évidemment, pour être approvisionné, parce que la famine... Mais si, il n'y a pas de conclusion. Non, mais attendez, vous avez Macky Sall au téléphone, vous lui avez dit comment était Poutine, est-ce qu'il était à 20 mètres de vous, est-ce qu'il tremblait, est-ce qu'il était sympathique, il était en face de lui comme l'est. Non, mais est-ce qu'il n'avait pas fait de remarques particulières sur l'état psychotique? Il n'a pas dit qu'il avait toutes les maladies que Frédéric Pons a utilement déclinées. Et d'ailleurs, vous en avez sans doute oublié. Mais oui, mais vous ne connaissez pas d'hommes de 70 ans, l'âge de Poutine, qui ont pris du ventre, un peu de bajou. Mais qui n'ont pas passé les renseignements américains, britanniques. Oui, il nous avait sorti la petite fiole. Quelques informations. Pour en revenir, je voudrais ajouter 2 ou 3 choses quand même. Bon, allez-y. Depuis le début. Bah oui. 2 ou 3 choses, si vous voulez. On va prendre un café à la machine à café. Venez, je dis. 2 ou 3 choses, ça fait combien de temps? Votre place. Pourquoi un quart d'heure maximum? Il y a de l'ambiance ce soir. Allez-y, vas-y. 2 petites choses. Ce que vous avez dit sur les armes, là, sur les propos de Lavrov, mais ce sont des propos qu'on entend depuis le début, et ce sont des propos qui sont assez normaux, me semble-t-il, aussi bien de Poutine que de Lavrov, qui consistent à jouer sur les opinions publiques occidentales. Et vous voyez bien et on le voit à travers tous les sondages, on le voit à travers toutes les enquêtes d'opinion en France, il y a une peur, mais une frousse énorme dans les opinions publiques, et notamment françaises, que la France soit engagée dans un conflit, dans une 3e guerre mondiale, vous appelez ça comme vous voulez, et qui est aujourd'hui, qui fait d'ailleurs passer les élections législatives dont on parlait tout à l'heure de façon tout à fait marginale. Mais pourquoi? Parce que par réflexe, je dirais quasi pavlovien, la menace soviétique, la menace russe fait que, effectivement, ils se demandent si les gouvernants ne vont pas aller trop loin dans l'aide à l'Ukraine. Et nous impliquer dans une 3e guerre mondiale. Et vous aurez remarqué une chose, c'est que le soutien... Vous allez m'énerver là. Vous allez m'énerver là. Je le souhaite. Les Français peuvent rester tranquilles. Les Français peuvent rester tranquilles parce que leurs gouvernants ne vont pas du tout... Vous aurez remarqué que le soutien justement aux Ukrainiens, aujourd'hui, dans l'opinion publique, est un peu plus contenu que ce qu'il était au début. Justement, s'il vous plaît, quelle est la marge de manœuvre là pour Vladimir Poutine? Les gens qui se connectent à la LCI, le Kremlin menace de frapper l'Occident. S'il frappe la Pologne, la Roumanie, tous deux pays, les deux pays membres de l'OTAN, il sait que... Je n'y crois pas un instant. C'est la 3e guerre. Voilà, d'ailleurs, y a-t-il eu, vraiment, quand on écoute Poutine et Lavrov, y a-t-il eu une menace de frapper l'Occident? Jamais. Non, mais là, les 2 déclarations. Non, il parle de nouvelles cibles. Nouvelles cibles. Mais en Ukraine, il a besoin. Qu'est-ce que veut Gomard en général. Il veut viser, en fait, il vise d'ailleurs, enfin c'est ce qu'ils annoncent, les convois d'armement qui viennent renforcer l'armée ukrainienne. Et c'est ce qu'ils annoncent avoir tiré à côté de Kiev et d'autres villes sur des convois de chars, sur des convois d'armement. Et c'est ça qu'il vise. Quand il parle de nouvelles cibles, est-ce qu'il ne parle pas de ça? Il n'a aucun intérêt à tirer sur l'Occident. Seule la chaîne Russia Today ou Russia One annonce ça avec ses présentateurs un peu foldingues, qui annoncent qu'effectivement ils vont utiliser l'arme nucléaire sur Londres, Paris, etc. Mais jamais ni Poutine ni Sergei Lavrov n'annoncent ça, évidemment. Je vous rassure, on a une bonne livraison ce soir.
on vous la garde pour un peu plus tard, de la télévision russe. On a un bon millésime. En tout cas, ça n'a pas empêché, et ça va vous rassurer quand même, Allah, ça n'a pas empêché Londres d'annoncer aujourd'hui la livraison à Kiev de lance-roquettes d'une portée de 80 km. Voilà ce que dit le ministre britannique de la Défense. Ces nouvelles armes permettront aux Ukrainiens de mieux se protéger contre le recours brutal d'une artillerie à longue portée que les forces de Poutine ont utilisée de manière indiscriminée pour raser des villes. Sergueï. Il faut être objectif aussi. Je suis d'accord avec vous que... on diabolise Poutine, on diabolise Lavrov. C'est vrai qu'ils sont détestables. Là, il n'y a aucun problème. Mais regardez, quand ils ont frappé Kiev dernièrement, ils ont frappé une usine dans laquelle on sait qu'on pouvait avoir le traitement des armes ou le traitement ou la réparation des tanks qui viennent des champs de bataille. Donc, ils ont frappé une cible militaire. Ils n'ont rien détruit d'autre à Kiev. Ils ont frappé la même chose à Lviv, ils ont frappé la même chose à Odessa, à côté d'Odessa. Et en fait, c'est ça ce qu'il disait Poutine. Ça veut dire que si vous continuez à livrer aux Ukrainiens les armes qui ont de grande portée, nous, on va vous prendre de plus en plus loin avec ces armes. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à la frontière polonaise, en gros. Juste une chose, Allah. Vous qui êtes ici 2-3 fois par semaine, qui êtes une franco-ukrainienne très investie, très informée sur ce qui se passe en Ukraine et très impliquée personnellement dans le combat de votre peuple. Vous voyez, cette soirée est marquée d'une pierre blanche. Parce que vous savez, les opinions publiques, ça bouge, c'est un peu comme un balancier de vieilles pendules. Bien ça, oui. Et là, vous voyez, là, Tréhard, qui dit on caricature les Russes, Ponce, grand reporter qui a fait un travail sur Poutine, qui dit attention, Poutine, c'est pas le givré, etc. Bon. Même Pila, même Girnov à l'instant, qui est un anti-russe pathologique, qui est réfugié chez nous. Je ne suis pas un anti-russe, anti-Poutine, pardon. Anti-russe, bon voilà. Je suis russe moi-même, donc je peux pas être anti-russe. Même lui dit parfois, on caricature. Et le général Gomard, j'en parle pas. Donc finalement, ce soir, dans la tonalité générale, vous vous retrouvez un peu plus isolé qu'il y a quelques semaines. Ce que je veux dire, c'est que vous voyez, les opinions bougent, et là, on voit qu'il y a un petit correctif avec des gens qui disent Zelensky va peut-être un peu trop loin, il faut écouter les Russes. Vous l'avez entendu, cette petite musique? J'ai entendu, et je l'entends tout le temps, cette petite musique, parce que ça revient beaucoup vers moi. Et surtout, je suis là aussi pour vous aider peut-être à mieux comprendre la situation et vous éclairer un tout petit peu, vous donner l'information que vous n'en avez pas, et peut-être vous aider à sortir du poids de cette propagande russe dont vous êtes tous victimes. Puisque si vous avez cette opinion... On n'est pas victime de la propagande russe. Là, vous allez un peu loin, mais allez-y, là. En 2 minutes, considérer le camp ukrainien. En 2 minutes, je ne pourrais pas vous expliquer ça, mais je peux vous expliquer ça un peu plus en détail. Je travaille sur le sujet. Mais l'idée n'est pas là. Parce que nous, on fait rien. Attendez, on écoute Allah. On écoute Allah, oui. Frédéric, vous répondrez juste après. Ce que je voudrais vous dire quand même, parce que regardez la tonalité de vos propos. Vous êtes tous là à analyser en détail ce que fait l'armée russe, comment ça avance. Ah, tiens, oh là là, ils avancent quand même bien, les Russes. Finalement, l'honneur est sauvé quelque part. J'entends cette petite musique derrière. Et c'est ça qui est désagréable. Dans la situation où vous avez un pays qui est agresseur et l'autre pays qui est agressé, qui est violé, qui est détruit sous nos yeux tous les jours, il y a les Ukrainiens qui meurent, vous êtes là à chercher les petites joies de l'avancement de l'armée russe en disant quand même ça avance. Excusez-moi, je voudrais quand même finir ma pensée. Parce que là, nous devions tous être à chercher comment arrêter cette peste. On doit tous chercher comment faire pour arrêter cette guerre. Parce que chaque jour est un trop. Et vous êtes là toujours à dire, oui, peut-être Zelensky, il demande trop d'armes. Mais attendez, il demande trop, il n'en a pas assez. On est là à donner quand même des faits objectifs. Je comprends bien, mais c'est mon opinion, bien évidemment. Sauf qu'on peut sauver la situation, on peut aider les Ukrainiens en donnant ces armes. Regardez le comportement de l'Allemagne, insupportable. Mais la Grande-Bretagne qui annonce aujourd'hui qu'elle envoie les armes. Heureusement, les États-Unis sont là. Je ne parle pas de la France parce qu'on aura le sujet Macron, j'aurai mon mot à dire, je pense, là-dessus. Mais par contre, aussi l'Espagne a annoncé, mais c'est à compte-gouttes. Et stratégiquement, le général, il sera d'accord avec moi, stratégiquement, on n'arrive pas à accumuler suffisamment de moyens militaires pour faire ces avancées offensives. Parce que les livraisons sont à compte-gouttes. Si c'était livré en... Très bien.